À 6h45, Europe 1 vous répond, toujours en direct de Calais où nous retrouvons Thomas Soto. Voilà, et les conditions climatiques rendent compliquées certaines liaisons. Au commencement, il y avait Sangatte. Alors on va prendre quelques minutes tout de suite pour comprendre comment en 16 ans environ, Calais est devenue malgré elle la ville symbole des migrants, voire de la difficulté à régler ce problème des migrants. On fait ça avec vous, Haïdé Sabéran, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondante du quotidien Libération dans la région et auteur du livre Ceux qui passent, publié au Carnet du Nord. Déjà Sangatte, en 1999, ça avait commencé comment ? Alors ça a commencé par la guerre du Kosovo. On a des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes qui arrivent à Calais en masse. Et quand je dis en masse, c'est très peu finalement par rapport aux chiffres d'aujourd'hui, puisqu'on est à 200 personnes à peu près qui s'entassent dans un parc en face de la mairie qui s'appelle le parc Saint-Pierre. Et ce qui émeut les habitants. Et par ailleurs, ce qui émeut également l'abbé Pierre. Donc ça s'est fait en 2 étapes, mais au final, on a eu à Sangatte un grand hangar qui a été construit par la Croix, enfin qui a été mis en place par la Croix-Rouge, un vieux hangar désaffecté d'Eurotunnel. Désaffecté d'Eurotunnel, voilà. Et les gens ont été installés là, ils ont été au chaud, contrairement à ce qu'ils vivaient avant. Alors voilà. Un peu comme aujourd'hui avec la jungle ici à Calais, ça a été un problème humanitaire, ça s'est doublé d'un problème politique. Finalement, en novembre 2002, Nicolas Sarkozy décide de fermer Sangatte. Qu'est-ce qui se passe alors ? Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens continuent à arriver. Et donc, ceux qui sont dans le centre de Sangatte sont séparés en 2 parties. 2 tiers vont en Angleterre suite à un accord avec les Anglais et un tiers reste en France et demande l'asile en France. Mais les autres continuent à arriver. Donc, on continue à avoir, donc à l'époque, ce sont des Kurdes et des Afghans en très grande majorité, qui continuent à arriver, notamment des mineurs et des gens qui se retrouvent sans abri. Et ces sans-abri, au départ, s'installent dans les blocos autour du centre de Sangatte parce que c'est les premiers abris qu'ils trouvent. Ensuite, les autorités bouchent ces hangars, les remplissent de ces blocos, les remplissent de gravats, et les gens finissent par essayer d'en trouver d'autres un peu plus loin et finissent par s'installer dans des forêts. Aux alentours et même à l'intérieur de Calais. C'est la première jungle, c'est ça, qui se met en place ? Ce sont les premières jungles, parce qu'il y en a eu plein. Et si les gens appellent ça la jungle, à l'époque, c'est parce que c'est un mot en fait du persan et du pachtoun, jungle, qui veut dire simplement la forêt. Mais il y a une espèce de confusion qui se fait dans la tête des bénévoles. Oui, parce que jungle, ça a une petite connotation péjorative en français. C'est pas le cas sur le mot d'origine. Non, quand les gens disent je dors dans la forêt, ils disent je dors dans la forêt, mais ils disent jungle, donc ça se transforme et ça devient la jungle maintenant. Beaucoup de gens le disent comme ça. Donc là encore, cette jungle est démantelée en septembre 2009 par Éric Besson, ministre de l'Identité nationale à l'époque. Et puis on se rend compte, une nouvelle fois, ça se répète, qu'une décision politique ne règle pas un problème humanitaire. Du coup, il y a une nouvelle jungle aujourd'hui ici à Calais. Ce sont plus du tout les mêmes populations qu'au début, là. Si, il y en a en partie qui sont les mêmes. Évidemment, c'est pas les mêmes gens. Évidemment, les gens passent assez vite. À Sangatte, les gens pouvaient rester une journée à Sangatte et passer en Angleterre. Quand ils restaient 3 mois, ça voulait dire qu'ils mettaient un peu de temps. 8 mois, 9 mois pour certaines familles qui n'avaient pas d'argent et qui stagnaient là. Mais sinon, les gens ont continué toujours à passer. Aujourd'hui, mais là, on rencontre beaucoup de Soudanais, d'Érythréens, d'Afghans, d'Irakiens. Voilà, d'Érythréens beaucoup qui fuient la dictature en Érythrée, de Soudanais qui fuient la guerre civile au Soudan, bien sûr des Syriens. On a vu à un moment donné arriver des Syriens. Les premiers Syriens sont arrivés quelques mois après la guerre en Syrie. De fait, mais on a toujours des Afghans et on a des Kurdes qui sont revenus puisque Daesh est en Irak et donc il y a aussi des Kurdes qui viennent. Haïdé Sabéran, question de Valérie sur Europe1.fr. Pourquoi veulent-ils tous absolument aller en Grande-Bretagne ? Alors d'abord, il faut dire qu'ils ne veulent pas tous absolument aller en Grande-Bretagne. Ceux qui sont à Calais, bien sûr, sont là pour ça. Mais sinon, quand les gens arrivent sur les côtes de l'Europe, quand ils débarquent de leur bateau, ils choisissent plein de destinations. Ils peuvent partir vers l'Allemagne, ils peuvent partir vers la Suède. Ce sont des grands pays d'accueil actuellement. Mais les Anglais, eux, n'en veulent pas de ces gens-là. Les Anglais ont fermé la frontière, ont demandé à la France de la fermer plutôt, et elle est quasiment étanche. Elle ne l'est pas, contrairement à ce que disent les autorités, puisque tous les jours,
enfin j'exagère, toutes les semaines, on reçoit des nouvelles de gens qui sont passés de l'autre côté. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, les Anglais les renvoient ou du coup, une fois qu'ils sont Non. là-bas, ils peuvent rester? Alors, quand ils arrivent de l'autre côté, soit effectivement, immédiatement on examine leur cas et certains sont renvoyés non pas forcément toujours en France ou dans un pays où ils ont leurs empreintes, comme par exemple l'Italie, mais certains sont renvoyés directement en Afghanistan, pour les Afghans en particulier. Ce qui fait d'ailleurs, je fais une parenthèse, que certains Afghans passent actuellement en Angleterre, ceux qui sont dans la jungle, mais ne se déclarent pas aux autorités de peur d'être expulsés. Et donc ils rentrent dans une On zone en revient à ce qu'on disait grise. tout à l'heure avec Lionel Gougelot à 6h30, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser de traces parce qu'ils ont peur. Oui, ils ont peur d'être réexpulsés vers leur pays d'origine. Moi, j'ai croisé ici, dans la jungle, au moment où elle se constituait, un jeune homme qui m'a dit « Mais moi, je t'ai vu quand j'avais 12 ans, il en avait 21 ou 22, je t'ai vu, je te reconnais, je t'ai vu dans une jungle de Calais. » En 2007 et je lui dis mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis allée en Angleterre, j'ai été très bien accueillie, j'ai eu 18 ans, je suis allée à l'école, famille d'accueil, 18 ans, expulsion vers l'Afghanistan. Je reviens. Et du coup, il repassait en Angleterre. Question de Laurent sur Europe1.fr. Il y a quelques jours, il y a eu des incidents avec des no-borders. Qui sont ces gens, les no-borders? Alors, les no-borders sont des jeunes, en général jeunes, qui sont plutôt dans une mouvance anarchiste et qui sont présents ou pas à Calais, selon les périodes. Mais présents ou pas, ça veut dire qu'on sait combien ils sont? 5 ou 6. 5 ou 6. Ah oui, on fait grand cas des no-borders, on leur fait beaucoup d'honneur. Ils ne sont pas si nombreux en fait. Et ils ont une action qui est de soutien, d'aide, de présence aux gens qui, la nuit, se confrontent avec les forces de l'ordre. Mais en réalité... Mais ils viennent, pour parler clairement, ils viennent castagner, ils viennent semer le désordre, ils viennent ajouter de la confusion et de l'agitation? Non, ce que j'ai vu des no-borders, et depuis longtemps, depuis qu'ils sont là, c'est que ils vivent en fait, ils essayent de vivre avec les migrants, et dans les squats, ils étaient extrêmement présents dans les squats, et ils mettaient du lien entre les gens, c'est-à-dire que vous alliez avoir des Érythréens qui allaient fêter le Nouvel An iranien avec des Iraniens. On avait quelque chose qui se construisait dans un mélange de communautés. C'était assez intéressant. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que, ils sont pas très nombreux, donc ils font ce qu'ils peuvent, mais surtout, ce sont les migrants eux-mêmes qui prennent d'assaut la rocade et qui reçoivent des gaz lacrymogènes en retour, qui renvoient des pierres en retour. Quand je dis prennent d'assaut la rocade, c'est que parfois ils mettent, et même souvent, des pierres, des troncs d'arbres, des choses pour provoquer des embouteillages. Un petit mot, parce que je vois Guillaume Alexandre, le directeur général de l'association La Vie Active, qui nous accueille ici. Vraiment un mot sur ces no-borders, parce que je vous voyais pas être complètement d'accord avec la définition de ces anarchistes, comme vous dites. Vous, ils vous posent problème sur le terrain ou pas? Eh bien écoutez, des actions simples, le fait, lorsque nous pénétrons nous à l'intérieur de la jungle, de nous filmer constamment à 50 cm de notre nez, c'est quelque chose que l'on a couramment lorsque nous on se déplace pour aller à la rencontre des migrants. On en voit bien plus que 5. On a eu des véhicules incendiés, alors on ne peut pas effectivement dire que l'auteur c'est un no-border parce qu'il n'a pas été trouvé. On a eu quand même nos containers qui ont été tagués. Ça fait beaucoup de choses et je ne pense pas qu'il n'y ait eu que 5 manifestants aux dernières... Moi, je ne parle pas de la manif. Hein. Non, pas il y a 15 jours. Là, mais voilà, non, je parle pas de ça. De manière générale, sur Calais. En permanence, ils ne sont pas nombreux. Un dernier tweet de Marie P. C'est bien de montrer la catastrophe sanitaire à Calais, mais il faut demander aux politiques les solutions. Et bien ça tombe bien, parce qu'on va aller leur demander les solutions. D'abord, Xavier Bertrand, le nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il sera face aux experts d'Europe 1 à 7h15. Et puis Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui sera lui l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h15 tout à l'heure. Merci à Aïdé Sabéran, correspondante du quotidien Libération dans la région. Je renvoie nos auditeurs à votre livre Ceux qui passent, publié aux éditions Carnet du Nord. Merci, bonne journée.